Oui, allô? Joël Dicker. Bonjour, C'est Willy, à Bruxelles, comment allez-vous? ça va et vous-même? Plaisir de vous entendre. Oui, moi aussi, ben, ça fait si longtemps. Mais disons, ici, il pleut à Bruxelles, je ne sais pas chez vous. Il pleut à Genève, j'aurais préféré même vous voir sous la pluie, mais en vrai à Bruxelles, mais malheureusement pour le moment c'est compliqué. Oui, bon, je me souviens de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Martine vous avait demandé de me remettre votre nouveau roman et Mark Philipson avait pris son micro en demandant Willy au comptoir. Absolument. Et vous m'aviez remis donc votre dernier roman. Joël, Joël, je viens d'avoir en main donc l'énigme de la chambre 622. Oui, absolument. Là, nous sommes évidemment dans un roman qui est tout à fait différent de ce que nous avons connu, nous lecteurs, jusqu'à présent. Et j'en suis fort aise, évidemment. Qui est différent et ben oui d'abord parce que fini les États-Unis, Oui. pardon je m'étouffe un peu plus que je parle, fini les États-Unis, bienvenue à Genève. Je crois que enfin, j'avais très envie de changer un peu de cadre et de décor et de faire quelque chose d'un peu différent parce que je crois qu'il faut pas, enfin c'est pas une croyance, c'est une envie. J'ai pas envie de servir la même soupe, etc. Et j'avais voilà, envie de parler de la Suisse, de raconter la Suisse. Oui, à propos, comment va Sloan? Parce qu'on est bientôt le 22 juin, hein? Donc il y aura un Vous avez anniversaire raison, en vue. vous avez raison, il faudra pas que je l'oublie, sinon je vais avoir des ennuis. D'accord. Dès le départ, vous nous mettez dans l'ambiance en parlant de, évidemment, votre grand ami disparu, Bernard de Fallois. Oui. C'est un personnage qui a énormément compté pour vous. Je sais vous en parler très Oui, souvent, mais chaque fois c'est avec une autre émotion. bah, c'est avec lui que ce livre a commencé, hein, parce que j'ai commencé ce roman, enfin, d'abord c'était pas un roman, c'était un récit. J'ai commencé ce travail juste après son décès en janvier 2018, parce que j'avais envie de réunir les souvenirs que j'avais, les anecdotes que j'avais autour de lui. D'abord, juste pour les avoir consignés quelque part, et puis assez vite, je me suis dit que j'aurais envie, si j'arrivais à le faire bien, de les partager avec mes lecteurs pour leur montrer qui était, enfin pour leur montrer, pour leur raconter qui était Bernard, partager cette aventure littéraire et cette amitié assez extraordinaire qu'on a vécue. Et à mesure que j'avançais, je me suis dit, mais au fond, si j'en fais un livre et que je veux le partager, c'est-à-dire si je rends hommage à Bernard au travers d'un livre, il faudrait que ce livre soit un roman. Pourquoi? Parce que ce sont les romans qui nous ont fait nous rencontrer. La littérature, c'était lui. Et donc voilà, je me suis dit que c'était important d'en faire un roman, et c'est pour ça que j'ai commencé à raconter autour de ce récit sur lui, sur Bernard. J'ai commencé à raconter cette histoire de la chambre 122, qui elle est évidemment un roman, une fiction. Donc c'est un roman, c'est une fiction, mais avec des petites incursions et C'est que vous avez saisi l'opportunité pour attiser un petit peu votre inspiration. et oui, parce que c'était pour moi quelque chose de très important de raconter à quel point Bernard, au fond, était aussi un personnage de roman. Alors, ce que je raconte sur lui, ce ne sont que des histoires vraies, Oui. et ce qui est donc toute la partie sur Bernard, tout ce que je raconte, tout ce qu'on a fait, c'est la vérité, c'est des histoires vraies. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que dans les premiers retours de lecture, certains pensent que c'est romancé. D'accord, oui, oui. Bernard, c'est que c'était un personnage de roman. D'accord, c'est Est-ce que vous parfait. m'entendez toujours Donc, bien? je vous entends toujours bien. Donc, nous parlons de Bernard de Fallois, qui est ce personnage, évidemment, que vous avez rencontré et qui a évidemment suscité en vous énormément d'envie d'écrire. Oui, ben, il est celui qui permis, je devrais dire,
d'assumer cette identité d'écrivain que je ressentais très fortement en moi, pour laquelle je n'avais aucun doute. J'envoyais mes livres à tous les éditeurs possibles et imaginables et ils les refusaient tous. Et du coup, j'ai eu cette difficulté à assumer cette identité d'écrivain pendant très longtemps. Parce que je me disais, je ne peux pas dire que j'écris parce que tous les romans que j'ai écrits et que j'ai envoyés à des éditeurs ont tous été refusés par les éditeurs. Donc ça me mettait dans une position très difficile vis-à-vis de moi-même. Hein. C'est vraiment uniquement un sentiment par rapport à moi et la perception que j'avais de moi-même. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré Bernard, et c'était avant le succès, mais par le regard qu'il a posé sur moi et le regard qu'il a posé sur mes textes, il m'a permis d'affirmer, d'accepter, de laisser ressortir et d'affirmer aux gens cette identité d'écrivain que je gardais jusqu'alors vraiment cachée au fond de moi. D'accord. Je me précipite dans l'énigme de la chambre 22. Évidemment, il y a un grand plouf avec Sloane et vous décidez de prendre quelques jours de congé. Et là, c'est cette rencontre avec Scarlett. Et il se fait que je me suis presque cru avec un des personnages, ou la secrétaire de Poirot, je ne sais pas, enfin il y avait une petite dame qui tournait autour de vous, comme si c'était, je vais dire, l'âme sœur. Oui, mais si on entre dans une dimension presque plus philosophique de ce personnage, c'est aussi peut-être un peu le Jiminy Cricket que tous les écrivains ont sur l'épaule et, Voilà. et qui leur souffle, voilà, qui leur souffle des idées, qui leur souffle des comportements, qui est présent. Il y a un peu cette présence qui est nécessaire aussi pour cadrer. Vous savez, quand on écrit et qu'on écrit un roman, on est pris par un imaginaire qui parfois nous dépasse un peu. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un petit Jiminy Cricket qui nous souffle dans l'oreille et qui nous remet un peu sur les rails quand on a besoin. Alors, la belle caricature, c'est évidemment la concierge, Madame Armanda, qui est vraiment la concierge type, là. Qui est la concierge type, mais qui joue son rôle. N'oublions pas qu'on est là dans un roman, qu'on est dans un roman aussi qui parfois tire un peu sur le vaudeville, dans une création où chacun doit être à sa place et chacun doit jouer son rôle. Et la concierge, là, c'est la concierge qui espionne, qui ouvre le courrier, justement parce qu'on a besoin qu'elle fasse ça. Et si vous voulez, dans la dynamique du roman, quand vous avez besoin de créer une situation rapidement pour expliquer au lecteur quelque chose et le faire sans difficulté, c'est beaucoup plus simple au lieu de dire que c'est un voisin où la lettre a été mise dans la mauvaise boîte et le voisin a ouvert la lettre par erreur et c'est qu'une fois ouvert qu'il s'est rendu compte de son erreur, mais du coup il a eu la lettre. Au lieu de faire tout ça, vous utilisez un personnage un peu cliché mais de l'imaginaire collectif, en l'occurrence cette concierge qui voit tout, qui sait tout et qui est curieuse évidemment, et la concierge, on lui confie une lettre, elle ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Donc ça c'est aussi une manière de faire avancer le récit rapidement. Nous retrouvons en Suisse évidemment dans ce milieu de la haute finance, où il y a les grands bâtiments, les grands salons, les étages avec les bureaux de la direction. C'est décrit d'une façon magistrale, je trouve. Oui, en poulet, mais c'est aussi le rôle de cette vieille banque privée qui appartient à une famille, dans lequel au fond il y a des secrets qui sont restés dans les armoires et qui resteront encore peut-être pour certains pour des siècles. Et vous avez raison, je disais, c'est pas un livre qui raconte le fonctionnement de la banque et absolument qui pas dans le quotidien du monde bancaire et des réunions et comment ça se passe. Ce sont les petites convoitises internes, quoi. Voilà, c'est le monde de la banque, là c'est le décor. Voilà. C'est le décor du roman, c'est le décor, voilà, il se passe évidemment des moments clés pour le roman, mais des moments de l'intrigue. Ce sont toutes ces intrigues qu'il y a au sein de ces familles qui constituent évidemment la haute direction. Ce sont peut-être les alliances ou les personnages qui se repoussent. Là, je dois dire, vous avez observé l'agent humain d'une façon délicieuse. Parce qu'encore une fois, c'est toute une époque. Hein. C'est toute une époque
qu'on peut imaginer de génération en génération et qui perdure. Oui, c'est aussi un monde avec des personnalités qui s'affrontent, avec des guerres de pouvoir, avec des familles qui sont les dirigeantes de ces banques depuis des siècles et qui sont aussi des personnages importants de la société genevoise et de la société suisse. Donc effectivement, c'était aussi l'occasion de raconter ce monde-là qu'on ne connaît pas, et donc pas le raconter sous l'angle du fonctionnement de la banque, mais le raconter sous l'angle du fonctionnement de ce que ça représente pour l'esprit des gens. Alors, je vais déjà un peu avancer plus loin dans le récit. Lorsque ces personnages sépis s'observent et, je vais dire, vont peut-être manigancer certaines choses, ce sont des faits vécus sur place? Non, C'est la fiction. c'est de la fiction, c'est vraiment de la fiction, c'est vraiment le plaisir c'est le plaisir de raconter une histoire et d'être dans le monde de l'imaginaire, d'être voilà, dans le plaisir d'inventer. On vous prendrait presque pour un archiviste, hein, tellement c'est précis. Hein. Mais c'est le plus, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un roman doit être quelque chose qui appartient à l'imaginaire et en même temps donner au lecteur une impression de réalité, de véracité. C'est un jeu équilibriste, pas toujours très simple, mais important. Parce que si vous êtes constamment dans la recherche et dans quelque chose de réel, alors la réalité, elle nuit à l'imaginaire. La réalité, c'est un peu l'ennemi de la fiction. Alors que moi, je préfère être dans quelque chose de complètement inventé, complètement imaginé, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me motive plus que tout. Mais en faisant un effort pour que le lecteur ait l'impression que ce soit quelque chose de vrai. Joël, depuis 3 mois, nous vivons dans une ambiance qui dépasse évidemment toute fiction qu'on aurait pu écrire. Parce qu'encore une fois, on peut parfois imaginer des grands romans avec des grands cataclysmes, des grandes catastrophes. Mais quand on les vit, quel regard l'auteur peut-il avoir sur l'actualité? Il y a déjà une sensation très impressionnante de se rendre compte à quel point, au fond, la différence entre des genres littéraires comme ceux de la science-fiction et de la littérature générale sont marqués au fond par la réalité. Que le curseur est marqué par la réalité, mais on se rend bien compte qu'un roman qui aurait raconté la planète entière mise à l'arrêt par une pandémie, au mois de janvier aurait été considéré comme de la science-fiction, au mois de juillet est considéré comme un roman d'actualité. Hein. C'est quelque chose de fou, moi je trouve, de voir à quel point notre vision de la création, de la littérature, mais de la création en général est évidemment marquée par la réalité. Et donc j'ai été très impressionné par tout d'un coup ce monde de science-fiction qui s'installe autour de nous. J'étais hier à l'aéroport, j'ai pris un avion, il y a 2 vols par jour qui arrivent à Genève, et l'aéroport est un endroit fantomatique, sans aucun passager, sans magasin, sans mouvement nulle part, ni dans les couloirs, ni sur le tarmac. Tous les avions autour sont tous avec les réacteurs bouchés, fermés, et bloqués, et on se croit dans un monde un peu apocalyptique, et ça c'est très impressionnant, c'est un sentiment qui m'a marqué, aussi marqué par cette fragilité de la société dans laquelle on vit et qui, mise à l'arrêt pendant 8 semaines, ce qui n'est pas, je dis pas que c'est rien, mais ce que je veux dire, c'est que 8 semaines sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose, et en 8 semaines, toute notre société s'écroule. Parce que les gens ne peuvent plus tenir leur magasin, les commerçants ne savent pas s'ils vont venir. Moi, j'ai pris le taxi hier à l'aéroport de Genève. Le chauffeur, ça faisait 12 heures qu'il attendait un client. Oh là là. Et il me disait, je préfère, il arrive à 6h30 du matin en se disant, comme ça, il n'y a que 2 vols, donc il est dans les premiers sur la file, et il a l'assurance d'avoir un client. Et il se dit, je préfère avoir un client à 40 €, mais une seule course,
que de faire 2 courses à 12 euros en restant au centre-ville. Oui, oui. Et ça, cette réalité-là, elle est épouvantable. Elle nous montre à quel point toute notre société est à l'agonie et à quel point notre société est fragile, a été construite sur aucune base solide. Elle a aucune capacité ni les gouvernements, ni dans son fonctionnement, n'a la capacité de la faire tenir droite quand il y a un petit sursaut. Petit de nouveau, ce que je veux dire, c'est que 8 semaines d'arrêt et tout est à plat et les gens sont dans une situation catastrophique et ça en dit long sur la façon dont on a mal géré le monde dans lequel on vit. Et voilà, je suis très inquiet pour les gens, pour la société, pour ceux qui souffrent en ce moment. Mais vous parlez de souffrance, nous avons un ami écrivain, bon, vu d'ici à Bruxelles, c'est presque un voisin pour vous, son nom c'est Maxence Fermine. Maxence a été touché évidemment par le Covid, et dès le départ, un petit peu, il a eu, je vais dire, l'instinct de survie, c'est d'écrire. Donc, chaque jour, il nous a envoyé à ses amis, et il a publié chaque jour une page de cette bouée qu'il tentait d'attraper pour refaire surface. On a vécu au jour le jour les ambulances qui arrivaient, les pompiers qu'il transportait quand ils sortaient de la clinique, parce qu'on constatait qu'on ne gardait pas les gens. Ici en Bruxelles, en Belgique, on garde encore les gens, mais là-bas, je ne sais pas ce qui se passait, mais on vous regardait, on vous auscultait, on vous renvoyait chez vous. Donc il a une rage folle contre les médecins, parce qu'encore une fois, il estime que il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, et évidemment, il en veut maintenant à la planète entière, et il faut aller découvrir les pages qu'il a tenues jour après jour, c'est très poignant. Bon, il refait surface maintenant, mais après, je vais dire, 5 ou 10 mètres ou 15 mètres, il est déjà essoufflé, il doit rentrer chez lui, il doit rester allongé. Il est crevé. Donc, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Et il y a des gens qui ont été intubés, qui vont mettre des mois, si pas 1 an ou plus, pour dire de se reconstruire aussi. Hein. C'est épouvantable, ce qu'on vient de subir pour le moment. Je suis très content d'avoir eu cet entretien avec vous, avec évidemment les aléas un petit peu de la technologie. Pardon pour cette technologie bredouillante. En tout cas, très heureux de vous avoir entendu. Moi de même. Je vous souhaite... de vous retrouver pour de vrai une prochaine fois en Belgique. Tout à fait. Joël, soyez très prudent avec vous et prenez soin de vous et de votre famille. Vous aussi, merci Willy. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir Joël, à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.